Êtes-vous homophobe? J'ai le plus grand respect pour chacun. Il fallait aller très vite et très fort. L'APM à son père et la gestation pour autrui. Ces deux pratiques posent des problèmes différents. L'homme et la femme, ce sont les deux pôles de l'humanité. Deux mamans autour du berceau, c'est compliqué. L'argumentation est extrêmement pauvre. Ce sont les associations LGBT qui ont fait croire que nous les détestions. Nous pouvons être légitimes à ne pas être d'accord avec ces revendications. Il n'a pas répondu et il lui a mis son poing dans la figure. Toutes les formes de haine possibles, elles viennent pas de chez nous. Et moi, je pense que ce que nous défendons est très moderne. Je me souviens avoir débattu avec Sandrine Rousseau de la PM à son père. Vous avez la foi, donc vous êtes dans la déraison. Il y a eu des manipulations inouïes. À notre égard, c'est pas grave, mais à l'égard de ce que nous disions, qui est important pour nos concitoyens, pour les enfants de demain, et c'est ça tout le sujet. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste, féméliste, féméliste. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, sur Feméliste, nous recevons Ludovine de la Rochère. Entre 2012 et 2013, sous le gouvernement Hollande, a émergé un mouvement d'opposition au mariage gay, la Manif pour tous. À l'époque, j'avais 23 ans et j'étais activiste Femen. Avec Femen, nous avons mené plusieurs actions en faveur du mariage gay, dont une où nous avons attaqué la Manif pour tous et plus spécifiquement la fin du cortège qui était composée de membres de l'association Civitas. À l'époque, Ludovine de la Rochère était l'une des meneuses de la Manif pour tous. Je la voyais comme le diable. Depuis, mes idées ont évolué et surtout, je n'ai plus aucun problème à discuter avec des personnes avec qui j'ai un désaccord. Le fait de subir tant de violence et tant d'intolérance à cause de mes idées politiques m'a finalement rendue plus tolérante. Aujourd'hui, je suis curieuse et j'ai envie de comprendre celle qui, il y a 10 ans, était mon ennemi politique. Sur Feméliste, nous faisons le choix de donner la parole à des personnalités controversées. Que nous soyons d'accord avec elles ou non, elles représentent à nos yeux un symbole de liberté d'expression. C'est pour cela que nous avons voulu inviter Ludovine. Mais cette fois, je vais me retirer et laisser Marguerite mener cet entretien seule, parce que c'est quand même plus croustillant de laisser deux anciennes ennemies politiques faire un face-à-face. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour Marguerite Stern. Ravie de vous rencontrer. Et réciproquement. 12 ans après? C'est un véritable événement. Êtes-vous homophobe, Ludovine de la Rochère? Première question. J'ai le plus grand respect pour chacun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que vous n'êtes pas homophobe? On va bien sûr rentrer dans le cœur du débat, voilà, et rentrer un peu plus en longueur par la suite, mais c'est une première question que j'ai envie de vous poser parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup été reproché. Alors, simplement parce que je ne peux pas définir quelqu'un par son orientation sexuelle, et donc je considère une personne homosexuelle ou pas homosexuelle de la même manière. Et donc, chacun a tout mon respect. Et au-delà, je vais avoir de la sympathie ou de l'antipathie de manière très naturelle pour les uns ou les autres, en fonction de la rencontre, comment dire, l'entente qui passe, le fit qui passe. Et ce n'est pas une question d'orientation sexuelle. Je ne fais pas de différence là-dessus, très simplement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours avant de vous engager dans la Manif pour tous? À quel moment de votre vie est-ce que vous étiez avant? Quelle a été votre formation? Alors, j'étais, avant la Manif pour tous, une professionnelle de la communication. Alors, pour tout dire, j'ai commencé par enseigner pendant quelques années. Je suis professeure certifiée. Donc j'enseignais dans le public, l'histoire-géographie. Et puis, pour différentes raisons, je me suis mise en disponibilité. J'avais un poste qui était loin, j'avais des enfants très petits, dont un enfant qui était très souvent malade. Et donc j'avais besoin d'être moins loin de chez moi. Et l'éducation nationale, il y a un ordinateur qui tourne, on rentre des différents paramètres. Puis hop, on vous envoie là ou là, et il n'y a pas de prise en compte réelle de ce qu'on vit au quotidien. Donc ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc je me suis mise en disponibilité et j'ai pris un autre boulot, littéralement dans mon pâté de maison, une opportunité assez incroyable. Et c'est là que j'ai commencé en fait à développer, pour le poste que j'occupais, le pan communication, le volet communication, et j'ai découvert petit à petit, ça m'a beaucoup intéressée, et j'ai poursuivi dans cette voie-là. Et donc pour cet organisme dans lequel j'étais, qui était une revue qui s'appelle Commentaire, une revue de débat, peu importe, qui a été fondée par Raymond Aron, et puis ensuite j'ai été au service de communication de la Conférence des évêques de France, et puis ensuite de la Fondation Jérôme Lejeune, où là j'étais aussi salariée dans le service de communication. Et voilà. Alors, je dois dire, le point qui a un lien, c'est que à la Conférence des évêques de France, je m'occupais des relations avec les médias.
Donc j'avais tous les jours beaucoup d'appels de journalistes, pas tellement pour la vie de l'Église ou pas tellement pour les nominations des évêques. C'était surtout sur les sujets de société, surtout les débats de société qui parcourent notre pays depuis bien longtemps, qui parcourent le débat public. Et donc j'étais appelée tout le temps et il fallait que j'élabore une réponse, que je réfléchisse au sujet, que je me forme. Et en fait, ce sont les journalistes qui m'ont conduit à m'intéresser en profondeur à ces questions-là, à réfléchir à ce qu'on pouvait, ce qui paraissait souhaitable ou pas souhaitable pour chacun d'entre nous, et puis pour les liens entre les personnes, et puis pour l'ensemble de la société. Et j'ai occupé ce poste pendant 8 ans, donc j'ai eu le temps de creuser. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 2000, je suis née, j'ai aujourd'hui 54 ans, j'avais 30, c'était entre 30 et 38 ans, je pense à peu près. D'accord. Et donc, à quel moment est-ce que vous choisissez de vous engager dans la Manif pour tous? Comment est-ce que ça arrive dans votre vie? Alors en fait, François Hollande a annoncé en janvier 2012 qu'il avait dans son programme, qu'il proclame un jour de janvier 2012, donc il proclame 2 points qui ont attiré mon attention en particulier, qui étaient la légalisation du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe, et qui était la légalisation de l'euthanasie. 2 sujets sur lesquels j'avais donc eu un peu le temps de réfléchir, et qui me paraissaient poser des problèmes très lourds pour la personne, en particulier le plus vulnérable, qui est l'enfant, évidemment, qui dépend de nos décisions, nous, adultes. Et donc, il s'est trouvé que j'avais fait la connaissance, un peu par hasard, de Frigide Barjot quelques semaines avant, ou quelques mois avant. Donc, j'ai appelé Frigide Barjot en lui demandant si elle avait repéré ça. Et on a commencé à se demander ensemble ce qu'on pourrait faire, ce qu'il faudrait faire pour faire entendre les implications en l'occurrence, de ces 2 points du programme. Et puis François Hollande a été élu, et puis etc. Voilà. Et à l'été 2012, François Hollande a décidé d'aller très vite, et dès le mois de septembre 2012, il a fait présenter par Christiane Taubira, il a fait présenter ce qu'on a appelé après le projet de loi Taubira, donc qui ouvrait le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Après réflexion, mais dans un délai express, ça allait beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. On voyait déjà qu'on n'avait pas le temps d'argumenter, d'écrire à tous les parlementaires, d'écrire même à François Hollande. Enfin, il fallait aller très vite et très fort. Et donc, il nous a semblé que la seule possibilité d'agir, c'était d'appeler à descendre dans la rue tous ceux qui partageaient notre analyse, notre réflexion. Est-ce que vous pouvez me raconter, sans dévoiler des secrets défense, mais un peu les dessous de cette organisation concrètement? Alors, par exemple, l'organisation de la première Manif pour tous. Alors c'est vraiment très simple et un peu dingue. On était dans un petit café où on se retrouvait souvent dans cette période-là, où on envisageait de lancer une manif, mais on hésitait quand même. C'était une très grosse prise de risque. Pourquoi? À plein d'égards. On n'a jamais envie de se ridiculiser, d'annoncer un grand événement par voie de communiqué de presse et puis de se retrouver avec 10 personnes parce que les uns ou les autres, on était 3. Il y avait Albéric Dumont, Frigide Barjot et moi. Et donc il y avait Frigide Barjot qui avait le sens des médias, qui aimait beaucoup les médias, qui avait un côté people, inclassable, très sympa et avec plein d'idées, plein d'intuitions. Des formules, donc la porte-parole toute naturelle. Il y avait Albéric Dumont, qui lui était passionné par les questions de sécurité, qui avait observé beaucoup d'événements de tout type et de tout style. Et moi, qui étais une professionnelle de la communication, qui avait beaucoup travaillé sur ces enjeux. Et puis avec un petit peu d'esprit d'organisation, en tout cas une grosse capacité de travail, peut-être surtout. Donc on était assez complémentaires les uns des autres. Et on a hésité jusqu'au moment où on s'est dit, là, c'est l'instant où on décide, on y va pas. Et alors Albéric s'est tourné vers moi en me disant, moi je suis un peu trop jeune, décide. Et Frigide Barjot, à mon grand étonnement, m'a dit, moi je suis Barjot, décide. Et la décision était assez, je dois dire, assez délicate.
Et on sentait bien qu'elle nous engageait dans notre esprit pour quelques semaines, pas plus que ça. Mais c'était une décision publique. Et c'était quand même une décision très osée puisqu'on partait de rien. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a choisi une date, on a regardé le calendrier des vacances scolaires, d'avoir le temps de mobiliser. On a choisi une date, on a réfléchi, c'était un week-end forcément. On a hésité entre un samedi et dimanche. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Et puis après, il fallait donner un nom à l'événement, qui n'était d'abord qu'un événement. Et la manif pour tous, on y tenait beaucoup, et ce n'était pas du tout en référence au mariage pour tous, dont je pense l'expression n'était pas sortie ou à peine. Nous, on n'était pas encore dans ces éléments de langage du côté du gouvernement qui, après, sont devenus très massifs. La manif pour tous, c'était pour dire que, quelles que soient les sensibilités, quels que soient les modes de vie, quelle que soit l'origine, peu importe, tout le monde pouvait se retrouver sur ce que nous disions. Et donc, tout le monde était bienvenu, accueilli, attendu. Et puis, évidemment, la manif, parce que la manif. Et il y avait une autre raison, à un nom qui avait un côté un peu générique, c'est qu'on se disait, il y a ce projet de mariage et d'adoption pour les couples gays, pour les couples de même sexe, mais il y a aussi le sujet de l'euthanasie qui pourrait arriver, et qui pour nous était un sujet, et reste d'ailleurs, un sujet très important, complètement différent bien sûr, mais très important. Voilà. Et après, très vite, il y a eu des amis des uns et des autres. On a rédigé un tract, donc. Il y en a un qui l'a maquetté, qui savait faire, et puis un autre qui a su développer un site internet, et puis Frigide et moi, on a écrit un communiqué de presse. Ça s'est fait avec vraiment nos moyens. Et alors la seule chose qui coûtait un peu d'argent, malgré tout le bénévolat, c'était d'imprimer des tracts. Alors chacun y a mis chacun a accentué son découvert. Il y a mis de ces tout petits moyens, très modestes. Pourquoi est-ce que vous vous êtes opposé, et j'imagine vous êtes encore opposé, au mariage des couples de même sexe? Parce que tout simplement, j'allais dire, tous les contes d'enfants le disent, ils se marièrent, eurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On se marie parce qu'on s'aime, bien sûr, pour s'aimer, mais parce que on a envie de conduire sa vie ensemble et on a envie de fonder une famille ensemble, qui est le plus beau des projets du reste, et qui est l'incarnation de cet amour. Et il se trouve que dès lors que deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas concevoir d'enfants ensemble, ça voulait dire nécessairement que le mariage, qui est donc particulier, le mariage, ce n'est pas l'union civile. Le mariage allait conduire ensuite, et d'ailleurs ça a été le cas même en même temps, à revendiquer l'APM à son père et la gestation pour autrui. Alors, ces deux pratiques posent des problèmes différents. La gestation pour autrui, c'est très particulier. Mais dans les deux cas, d'ailleurs comme l'adoption pour les couples de même sexe, puisque quand on peut se marier, enfin les couples mariés ont le droit d'adopter. Donc si on est marié, on peut adopter. Et ça voulait dire que d'emblée, avec le mariage, va le fait de priver volontairement un enfant de père ou de mère. De faire des orphelins de père ou de mère. Et bien sûr, la vie, quelquefois, fait que on est orphelin de l'un des deux parents, voire des deux parents. Mais faire volontairement des enfants de père, pour ma part, ça me révolte. Les deux, chacun d'eux, un père et une mère, ont une importance extraordinaire dans la vie. D'abord, on ressemble à son père et à sa mère. On a des liens extrêmement forts. On a toute l'histoire qui nous précède et les précède. On s'inscrit dans le temps et dans l'espace. On est l'héritier d'une histoire, l'héritier d'un physique ou de certains traits physiques, de certains traits de tempérament. Et c'est quelque chose qui nous relie les uns aux autres, qui concrétise notre lien et qui est d'une force incroyable. Autrement, on est hors sol. Moi, j'ai rencontré des personnes adoptées, et même d'un certain âge, qui sont venues pleurer dans mes bras en me disant « Je ne sais toujours pas d'où je viens, je ne sais toujours pas à qui je ressemble, je suis seule au monde ». Alors, bien sûr, là, pour revenir aux couples de même sexe, il ne s'agit pas de les faire orphelins de père et de mère, mais en tout cas, orphelins de père ou de mère. Et c'est une chose terrible.
Alors, pour moi, il y a 3 questions. La question de la filiation, il y a la question de l'adoption, la question de la PMA sans père, que je nommerai de la même façon que vous, et la question de la GPA. Prenons-les une par une. Dans la question de l'adoption, est-ce que vous êtes opposé à l'adoption par un couple hétérosexuel? Non. L'adoption, c'est une institution qui a été créée pour réparer la situation d'un enfant qui, malheureusement, a perdu ses parents, qui est une situation terrible. Et un enfant ne peut pas être élevé par une institution, l'État. Il a besoin de retrouver physiquement, humainement, psychologiquement, de se retrouver en fait au sein d'une famille, ou en tout cas à minima, de retrouver des parents, enfin des parents adoptifs en l'occurrence, mais on vient réparer une situation. Est-ce que vous êtes opposé à l'adoption par un couple homosexuel? Alors je suis opposée à l'adoption par une personne seule ou par un couple de même sexe. Autrement dit, ce n'est pas une question de sexualité, c'est juste d'ouvrir à l'enfant la chance extraordinaire de retrouver un père et une mère, de se retrouver dans la situation qui correspond en fait au déroulé de sa vie, c'est-à-dire qu'un enfant, il vient au monde où lui ont donné, il doit la vie, où il a il est venu au monde grâce à un homme et une femme qui sont son père et sa mère. Alors les aléas de la vie fait qu'on peut les perdre, ils peuvent se séparer, ça peut être une relation qui n'aura duré que quelques heures, mais ça c'est la vie. Hors des circonstances et des aléas de la vie, il est venu au monde de toute façon grâce à un homme et une femme, et dans la mesure du possible, c'est d'ailleurs dans la Convention internationale des droits de l'enfant, dans la mesure du possible, c'est formidable s'il a la chance d'être avec eux. Et s'il n'a pas cette chance, il y a beaucoup de couples qui veulent adopter, qui sont en attente d'enfants, et s'il n'a pas cette chance, alors confions-les à un couple qui va être le plus proche possible de ce dont il vient, j'allais dire, hors les aléas de la vie. Donc, un père et une mère. Est-ce que vous pensez quand même que c'est préférable pour un enfant d'être adopté par une personne seule ou par un couple homosexuel plutôt que de grandir dans un foyer? En fait, la question, elle ne se pose pas comme ça. La question que vous me posez, elle est complètement théorique. Dans la vraie vie, aujourd'hui, et depuis déjà pas mal d'années, il y a beaucoup plus de couples qui ont un agrément pour adopter, qui veulent adopter, et auxquels on a reconnu, il y a eu des tas de démarches, etc. Ils attendent un enfant qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement, et beaucoup moins d'enfants à adopter en nombre. Et donc, de toute façon, il y a beaucoup de couples malheureux d'être sans enfants que d'enfants à confier à une famille. Et donc, la question, elle ne se pose pas en ces termes. D'accord. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle la PMA sans père. En quoi est-ce que vous y êtes opposé? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Alors la PMA sans père, elle consiste à faire une PMA avec un don de gamètes. Oui, alors c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer, effectivement, il y a deux types de PMA différentes, donc PMA, procréation médicalement assistée, pour certains couples hétérosexuels qui ont, on va dire, un petit défaut de fertilité et qu'on va aider à, voilà, avec l'aide de leurs deux gamètes respectifs, à avoir un enfant. Enfin voilà, la médecine va les aider et ce sont bien les gènes de ces deux personnes-là qui sont transmises à l'enfant et voilà. Et donc il y a la PMA effectivement sans père. Avec don de gamètes. Avec don de gamètes. Donc monsieur ou madame peuvent avoir un souci, une pathologie, ils ne peuvent pas fournir leurs gamètes. Donc il peut y avoir une PMA avec don de gamètes pour les couples hommes-femmes. Et puis il peut y avoir donc, du coup on l'utilise au profit. Ce qui pose bien des questions d'ailleurs, et ce qui a posé beaucoup de questions, la PMA avec don de gamètes, ça a ouvert un champ de questionnement compliqué, puisque jusqu'en 2021, les personnes nées de ces PMA avec don de gamètes ne pouvaient pas connaître l'identité de l'homme qui a donné ces gamètes et avec lesquels ils ont donc un lien bien réel. Et puis après, cette méthode-là, on l'a utilisée. Alors, pardon. Il y a 4% des PMA pour les couples hommes-femmes qui sont faites avec don de gamètes. Donc la PMA, d'une manière générale,
il n'y a pas de don de gamètes. Et puis après, et depuis 2021, on a ouvert la PMA avec don de gamètes aux couples de femmes et aux femmes seules. Et la raison de mon opposition, elle correspond à plusieurs problématiques posées par la PMA avec don de gamètes. Alors d'abord, en l'occurrence, on parle de femmes seules ou de couples de femmes, donc il n'y a pas de père pour l'enfant. Moi, je pense qu'un père, c'est très important dans la vie, une mère aussi, mais chacun, en fait, ça renvoie à la question de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont à la fois très ressemblants, mais aussi très différents. C'est une diversité qui est extraordinaire. L'homme et la femme, ce sont d'une certaine manière les deux pôles de l'humanité. Cette altérité, autrement dit, certains diraient même cette complémentarité, elle n'est pas toujours facile, bien sûr, à vivre, parce qu'on a des différences, on peut avoir du mal à se comprendre, mais enfin, on est chacun différent et c'est extraordinaire. Et un enfant, il a besoin de cette altérité. Et donc là, on dit, et puis tout le long de la vie, un père et une mère ont une relation à l'enfant qui est différente, sont différents, enfin voilà. Et donc priver un enfant de père, volontairement, puisque là c'est volontaire, pour moi c'est inacceptable. Et quand on me dit la PMA sans père, enfin la PMA pour tous, vous y êtes opposé, vous êtes contre l'amour, mais honnêtement, je comprends tout à fait le désir d'enfant, mais la question philosophique, il ne s'agit pas de juger les personnes, mais pour moi c'est une question, qu'est-ce qu'aimer? Et quand on aime, peut-on décider de priver un enfant de père ou de mère? Pour moi, il y a une contradiction. Même si j'entends que le désir d'enfant est très fort, que ce sont des personnes qui peuvent s'occuper très bien de l'enfant, il y a quelque chose pour moi qui manque et qui est profondément problématique. Et puis bien sûr, la PMA sans père, elle a d'autres incidences, c'est-à-dire que les couples de femmes ou les femmes seules, dans 100% des cas, auront besoin d'un don de gamètes. Et donc un don de gamètes, ça veut dire des hommes, en l'occurrence, qui vont fournir leurs gamètes. Et donc on ouvre à des grandes problématiques de pénurie de gamètes, et depuis le vote de la loi, on le voit, de questionnement comment obtenir des gamètes. Est-ce qu'on va du coup un jour payer les gamètes, ou est-ce qu'on va aller en acheter dans des pays où on paye les hommes pour obtenir d'eux ce qu'ils ne veulent pas faire? Parce que s'il y a toujours pénurie de dons de gamètes, c'est qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, les entre guillemets donneurs de gamètes, qui sont souvent payés en vérité, ou indemnisés de manière très importante, ils savent bien qu'il va y avoir des enfants qui sont nés de leurs dons. Mais c'est pas autorisé en France de rémunérer les donneurs? Non, en France, c'est pas autorisé, mais il y a alors, trafic est peut-être pas le bon terme, mais il y a les gamètes et les embryons, ils circulent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, là, il y a eu une petite affaire récemment. On sait qu'il y a des cliniques qui vont se fournir auprès des banques de sperme, par exemple du Danemark, parce qu'il y a une pénurie de gamètes. Et on a déjà entendu, j'ai déjà entendu des politiques dire peut-être qu'il faudrait, alors le terme n'était pas indemnisé, peut-être qu'il faudrait gratifier les hommes qui ont la générosité de donner leurs gamètes. Je vois que le sujet émerge. Et c'est inéluctable puisque 100% dans ce cas-là, dans 100% des cas, il faut des gamètes sexuelles, il faut des spermatozoïdes. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Et puis il y a un autre aspect qui pose problème dans la PMA sans père, c'est que donc on invente une filiation fictive. On prétend qu'un enfant a deux mamans. C'est pas vrai, un enfant il n'a pas deux mamans. Il a peut-être une mère et une belle-mère qui l'élèvent. Et la belle-mère, elle peut être très importante dans sa vie, mais il n'a pas deux mamans. Il n'y a pas deux femmes qui l'ont attendu, qui l'ont mis au monde. C'est faux. Et ça, c'est une part extrêmement importante de notre vie de femme, enfin, ou de mère, et de la vie de toute personne. C'est tout à fait spécifique. Et dire qu'il y a deux mères, c'est en tout cas être en dehors du réel de ce qu'est la maternité. On n'est plus tout à fait dans la réalité humaine. Et quand on met deux mères, on dénie à l'enfant le droit d'aller rechercher qui est son père. Donc ça, c'est
ça ne peut pas être bénéfique. Et puis une autre chose, c'est que deux mamans autour du berceau, c'est compliqué. Il y en a une qui sait qu'elle a attendu et mis au monde l'enfant, l'autre qui sait que ça n'est pas son cas. Et ça fait une différence sur un plan humain qui est, je pense, probablement, peut-être pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, qui est en profondeur, consciemment ou inconsciemment, qui a une importance bien réelle. Deux mamans autour d'un berceau, je pense que c'est la possibilité de mettre en difficulté les deux femmes en question et donc aussi l'enfant. Vous dites que deux mamans, finalement, c'est quelque chose de fictif, qui n'existe que... c'est une forme de fiction juridique. Mais finalement, dans le cas de l'adoption par un couple hétérosexuel, c'est une forme de fiction juridique aussi. Là, on est venu réparer une situation qu'on n'a pas voulu. Et on répare au mieux. On fait au mieux pour l'enfant compte tenu du fait qu'il a perdu ses parents. Donc c'est complètement différent. C'est pas les propres parents de l'enfant, enfin en l'occurrence adoptifs, mais ce ne sont pas les parents qui l'élèvent qui sont à l'origine de cette séparation d'avec son père et sa mère de naissance. Déjà, c'est très très différent. Ensuite, donc dans la relation. Personne n'a fait passer son désir avant l'éventuel besoin de l'autre. Alors certains diront l'enfant n'a pas besoin d'un père et d'une mère. C'est ce qui... Certains peuvent le penser, mais ils n'en savent rien. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'enfant qui vienne au monde sans un homme et une femme, sans un père et une mère. Donc rien que pour venir au monde, il faut un père et une mère. Et après, il y a une continuité, et l'humain a besoin de cette continuité. Elle a un sens, elle a un impact. Et donc, entre l'adoption d'un enfant orphelin et la conception d'un enfant organisé et volontairement donc, fait orphelin de père ou de mère, il y a une différence immense. Avec la question de la GPA, vous avez commencé finalement à montrer que ça peut dériver vers une forme de marchandisation du corps humain, enfin du corps ou en tous les cas des produits du corps qui sont ces gamètes. C'est la question que pose la GPA, gestation pour autrui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que vous êtes opposé à cette pratique, même si, je ne sais pas, moi, ça me semble d'une évidence. Alors, dans la pratique des mères porteuses, la gestation pour autrui, il n'y a pas forcément marchandisation, mais il y a en tout cas réification. C'est-à-dire qu'on loue la femme, contre indemnité ou salaire, on loue la femme, on utilise son corps, et on utilise son corps, mais pas seulement en fait. La maternité, elle met en jeu toute la personne. Ce n'est pas uniquement l'utérus tout seul qui, j'allais dire, qui font le développement de l'enfant. C'est tout le corps et le psychisme de la femme qui est en jeu. Donc on utilise une femme pour qu'elle produise des enfants, ou un enfant, pour des tiers. Et l'enfant, il est commandé, c'est organisé, il est le plus souvent dans la gestation pour autrui, on choisit son sexe, il y a une sélection génétique, il y a toutes sortes de manipulations successives. Donc en fait, on est aussi dans la réification, dans la chosification. On ne peut pas traiter l'humain de cette manière-là, ni pour l'utiliser, ni pour l'obtenir. La femme n'est pas un moyen et l'enfant n'est pas un bien qui peut faire l'objet d'un contrat. Fût-ce un contrat oral, amical, autrement dit, le principe, parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui on parle de la GPA commerciale, de la GPA prétendument éthique. Non, la GPA c'est une chose, c'est j'utilise une femme pour obtenir d'elle un enfant que je prendrai et séparerai de sa mère. C'est inhumain, en fait, c'est inhumain, c'est une déconsidération incroyable du statut de l'être humain, de la maternité, bien entendu de la personne humaine, de l'enfant, et évidemment, quels que soient les commanditaires,
que ce soit un couple d'hommes, un couple homme-femme, un homme seul, ça ne change rien à l'affaire. C'est une pratique qui est contraire au respect de la dignité, ou pour le dire avec un mot peut-être moins ambigu, du statut de l'être humain. Si le travail que nous produisons sur Feminist vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, donc là, moi, ce que j'entends aujourd'hui me paraît tout à fait... honnêtement, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, hein. Mais je pense qu'à l'époque, votre message est probablement mal passé. Peut-être que certains médias vous ont caricaturé. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de la Manif pour tous à l'époque ? Je pense que ce traitement médiatique, il a été largement manipulé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, étaient favorables à ces revendications, et des personnes naïves ou pas mal intentionnées, mais des personnes qui tenaient pour toutes sortes de raisons. C'est nouveau, donc c'est bien. C'est nouveau, donc c'est un progrès. Il y a beaucoup de ça. En refusant, mais complètement, de véritablement s'interroger sur ce que ça pouvait signifier et ce que ça pouvait impliquer. Ce réflexe est assez commun dans les médias. Les journalistes travaillent sur beaucoup de sujets, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas le temps d'approfondir les sujets, et donc s'ils ont entendu que c'est bien, que c'est nouveau, pardon, s'ils ont entendu que c'est nouveau, alors c'est bien, et ils ne se posent pas de questions pour la plupart. Et donc l'argumentation est extrêmement pauvre, le temps de débat est dérisoire au regard des enjeux. Et j'ai eu beaucoup de débats contradictoires dans des médias TV, radio, presse écrite, etc. Mais le temps de réponse est toujours tellement court, on ne peut pas développer une idée. Et puis l'autre chose, c'est que la pauvreté d'argumentation, par exemple, le couple homme-femme, à propos du mariage, le grand sujet, c'était l'égalité. Alors, il faut que le couple de femmes et le couple d'hommes soient considérés comme égaux au couple homme-femme, évidemment. Sauf que là, il s'agit d'égalité au regard de la procréation et donc de la possibilité de fonder une famille. Mais là, il n'y a pas d'égalité ou d'inégalité. Le couple d'hommes ou le couple de femmes ne peut pas concevoir un enfant, donc ne peut pas fonder une famille sans recourir à la technique et à d'autres personnes. Donc sans contourner la difficulté, faire comme si, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et rien que cette question de l'égalité, je n'ai jamais pu obtenir, alors que le Conseil constitutionnel, X fois, dans des situations analogues, et même sur le sujet de la PMA, a jugé qu'on ne pouvait pas parler d'inégalité ou de discrimination, puisque les situations sont radicalement différentes pour le sujet dont il s'agit. Malgré cela, je n'ai jamais pu avoir un débat serein, posé, avec la possibilité de poser les arguments. Et pourquoi ? Parce que comme pour la plupart des médias, c'est nouveau, donc c'est bien. Et puis il faut reconnaître que ce n'est pas très agréable de ne pas être dans le mood, d'être toujours en conflit apparent avec les autres. Donc dans une rédaction, ça doit être difficile quand on ne pense pas tout à fait comme les autres. Enfin, je pense qu'il y a aussi une pression sociale, autrement dit. Et donc, combien de débats j'ai eu où j'étais la seule, avec plusieurs invités, et le ou les journalistes aussi contre moi. Et donc, dans ce cas-là, on a soi-disant un débat où il y a du pour, du contre, sauf que le temps de parole fait que, à chaque fois, je ne pouvais dire que, enfin, ou Brigitte Bardot, ou moi ou d'autres, nous ne pouvions pas débattre véritablement. Et puis, il y a aussi un faux semblant. On dit qu'on débat, alors ça, c'est le grand truc d'Emmanuel Macron, sur la PMA sans père. Il y a eu les États généraux de la bioéthique. En vérité, et c'est ce que certains philosophes appellent un débat éthique, tout le monde cause, et puis voilà. On ne tire pas les conclusions du débat. Et ce qu'ils appellent un débat éthique, c'est un débat dans lequel tout le monde a pu parler, mais personne ne s'est entendu, écouté,
a véritablement échangé et on ne tire pas les conclusions, les enseignements de ce débat. Donc ça ne rime à rien. Voilà, et donc, pour compléter, la pauvreté d'argumentation en face de nous, je reprends mon exemple sur l'égalité entre les couples, en face, ils n'avaient pas d'argument. Il y avait, je pense aussi, une diabolisation qui était liée au fait que si on allait au fond des choses, si on creusait les choses, et moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir le faire, en fait, en face, il y avait très peu d'arguments. Encore une fois, l'histoire de l'égalité entre le couple homme-femme, le couple d'hommes et le couple de femmes, pour ce qui est de la procréation, il n'y a pas de sujet. Et tout le monde peut le comprendre. Donc là-dessus, surtout le débat a été évité. Et la meilleure manière d'éviter le débat, c'est de diaboliser, de dire « ils sont horribles, ils sont violents », mais des accusations plus bêtes les unes que les autres. Alors, si certaines personnes vous ont diabolisé à l'époque, et je le reconnais évidemment, enfin, j'en ai fait partie, c'est aussi parce qu'on a quand même entendu certains propos malheureux de la part de certains et certaines manifestantes de la Manif pour tous, qui ont été repris à l'époque, je me rappelle beaucoup, par Le Petit Journal, par exemple, l'émission animée par Yann Barthès. À l'époque, on a, par exemple, entendu certaines femmes, je me rappelle d'une femme en particulier qui faisait le rapprochement entre homosexualité et zoophilie. Il y a aussi l'Union des organisations islamiques de France qui adhérait donc à la Manif pour tous et qui a publié sur son site internet un communiqué établissant un lien. Et donc je cite, dans le communiqué, il y avait écrit « Qui pourra délégitimer la zoophilie, la polyandrie au nom du sacro-saint amour ». D'ailleurs, on remarque qu'il parle de polyandrie, mais pas de polygamie. Je ne dis pas que c'était évidemment le propos de la majorité des personnes de la Manif pour tous, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a eu de tels propos qui relèvent quand même, à mon sens, de l'insulte. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit à la Manif pour tous ou dans un événement de la Manif pour tous que ces propos aient été tenus. Okay. Néanmoins, il est vrai que sur des manifestations où il y a eu parfois plus d'1 million de personnes, vous avez des personnes qui ont des idées qui peuvent être invraisemblables, j'en conviens tout à fait. Mais enfin, je pense que l'immense majorité, et d'ailleurs les panneaux, les banderoles, ce que les gens amenaient le montraient très bien pour l'immense majorité d'entre eux, et en tout cas pour la Manif pour tous, ceux qui les représentaient, qui avaient une légitimité à représenter l'ensemble, de telles inepties ou de tels propos n'ont jamais été même envisagés. Enfin, je veux dire, et moi, c'est des propos qui me mettent en colère, parce que évidemment, comment dire, il porte gravement atteinte à ce que nous souhaitons faire entendre, à ce que nous souhaitons porter. Il faut un tort considérable, non même pas à moi, Ludovine de la Rochère, mais à ce que j'essaye de faire entendre, ou à ce que nous essayons de faire entendre dans le débat public. Et donc, vous voyez, même moi, je leur en veux, autrement dit. Alors, quant à l'UOIF, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, adhérent à la Manif pour tous, mais... en tout cas, ils s'en revendiquaient. Ils disaient que voilà, ils allaient manifester dans les cortèges. Alors, moi, je ne les ai jamais rencontrés ou vus. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dire que le mariage, c'est pour fonder une famille. Le Code civil le dit lui-même. J'allais dire tout le monde. Et si on interroge les Français, d'ailleurs, l'immense majorité, encore aujourd'hui, savent bien qu'on se marie pour fonder une famille. Alors bien sûr, on peut se marier âgé, on peut se marier bon. Il n'empêche que d'une manière générale, et d'ailleurs le mariage est une institution qui est inscrite dans le Code civil parce qu'il intéresse la nation, parce qu'on se marie pour fonder une famille et que la nation a besoin du renouvellement des générations et de favoriser un lieu d'éducation de l'enfant. L'État, il ne s'occupe pas d'amour. Et d'ailleurs, c'est un autre aspect de ce sujet.
on nous disait, on a beaucoup entendu, mais ils s'aiment, donc ils ont le droit de se marier. Mais l'État ne s'occupe pas d'amour. Le Code civil, si le Code civil a institué le mariage, c'est pas pour s'occuper des sentiments, c'est parce que le renouvellement des générations l'intéresse. Or, encore une fois, le couple d'hommes ou le couple de femmes ne peut pas contribuer à ce renouvellement des générations, et c'est la raison pour laquelle le Code civil, il est, on est dans la raison la plus simple et dans ce qui intéresse le pays. Et donc, en fait, dans toutes ces argumentations, ces arguments quand même en vérité assez pauvres et qui ne suffisaient pas à justifier de la fiction qu'on a voulu créer, enfin qui allait avec, qui était la PMA sans père et la GPA, on était tout le temps un peu à côté de la plaque. Et même en niant, moi j'ai beaucoup entendu nier le fait qu'on se marie pour fonder une famille. Mais encore une fois, le Code civil le dit lui-même. Je citais tout à l'heure, les contes d'enfants le disent eux-mêmes. Enfin, alors bien sûr, il y a des contre-exemples, mais les contre-exemples, quelle est l'expression pardon, Marguerite. C'est pas grave, je ne pourrais pas vous aider. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Voilà. Si on s'était rencontrés à l'époque, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez essayé de me dire? Parce que je ne sais même pas si j'aurais été en mesure de l'entendre. Alors d'abord, enfin, ce que je vous aurais dit tout de suite, c'est venez, on s'installe à une bonne table, enfin une table sympa dans un café où on peut être tranquille, et on va parler. Et vous allez m'expliquer, me raconter, vous, votre point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première chose que j'aurais souhaité, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est parler. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur des débats tronqués, faussés, ça a tellement manqué. Et moi, j'ai eu des occasions de parler avec des opposants, et en général, très vite, j'allais dire, le ballon de baudruche se dégonflait. En fait, les préjugés, d'ailleurs, moi aussi, j'avais sans doute des préjugés, hein, j'aurais tout à fait pu... moi aussi, j'avais à entendre, à écouter, à comprendre sûrement, certainement. La Manif pour tous a eu certaines victoires, certains échecs. Les victoires, vous me les raconterez. Mais je suis désolée, le premier échec que je vois, c'est quand même le fait que finalement, le mariage pour les couples de même sexe est passé. Selon vous, quelles ont été vos erreurs, ou bien pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à faire en sorte que finalement cette loi ne passe pas? Le pouvoir politique appartenait à François Hollande et à la majorité de gauche. La Constitution française fait que le président et l'exécutif, enfin le président, a un pouvoir considérable. Mais la pression de la rue, parfois, fonctionne? Oui, et je pense que François Hollande, d'ailleurs, n'a pas pu se représenter. Notre opposition a été incroyablement massive. Elle a été longue, elle a été intense. Toutes les armes ont été utilisées contre nous. Par exemple, de prétendre qu'on était violent, et puis finalement d'interpeller beaucoup de personnes, et puis après de passer au garde à vue, et puis en juillet 2013, il y a même un jeune qui a été en prison. Pour quel motif? Il a été en prison pour insubordination. La police avait dû lui demander de partir au moment d'une dispersion d'événements. C'était quelque chose du genre, pour une raison parfaitement futile. La pression est montée sur le plan judiciaire. Je pense que le pouvoir savait très bien que c'était des familles, pour une très large... et des poussettes, des femmes enceintes, des personnes âgées. C'était des familles, des gens qui travaillent, qui font ce qu'ils peuvent, qui élèvent leurs enfants, pour beaucoup. En tout cas, des gens qui cassaient pas tout. On n'a jamais renversé une poubelle ni un abribus. Et j'en suis très fière et heureuse. Mais c'est pas la rue violente qui leur fait peur, qui les inquiète. D'une certaine manière, ils ont profité de ça, ils ont instrumentalisé ça avec beaucoup de cynisme.
Et François Hollande, contrairement à François Mitterrand quelques années plus tôt, a eu la dignité de ne pas céder avec une mauvaise foi et un cynisme. Et alors, c'est Le Monde qui l'a dit un peu plus tard, il n'a pas pu se représenter néanmoins. Comme on était présent à chaque déplacement de ministre, on était présent de manière très intense, ça a posé un problème au pouvoir en place. Et donc, et ça a duré de longs mois. Et François Hollande, s'il avait eu le sens de la démocratie, aurait dû, je pense, retirer le projet de loi. Mais il avait les médias de gauche avec lui, c'est-à-dire l'immense majorité, tout le service public, toutes les radios publiques. Et donc, il a eu, j'allais dire, oui, il n'a pas voulu écouter. Et c'est vrai qu'il a un pouvoir, c'est le monarque républicain, un pouvoir considérable. Est-ce que, selon vous, il y a aussi eu des victoires de la Manif pour tous? Alors, il y a eu des victoires sur le plan législatif, c'est-à-dire que il y avait eu, jusqu'en 2011, il y a eu plusieurs fois des propositions de loi pour légaliser la gestation pour autrui. Il n'y en a plus jamais eu depuis. Je pense qu'on a largement contribué à faire entendre que la GPA pose des problèmes immenses. Donc aujourd'hui, les militants de la GPA passent par des contournements, la retranscription des actes de naissance, certificat européen de filiation, donc ils passent par toutes sortes de moyens techniques, par l'Europe, par l'international pour essayer d'avancer. Il y a une guerre culturelle avec des médias, des films, des séries, des livres de témoignages qui sortent, comme celui de Marc-Olivier Fogiel, etc. Donc ils sont dans la bataille culturelle. Autrement dit, ils ont pris du champ, mais ils n'ont pas du tout abandonné, mais ils ont pris du champ pour adapter leur stratégie. En tout cas, il n'y a plus eu de proposition de loi. D'autre part, la PMA sans père. Alors, on a obtenu le retrait de la PMA sans père 3 fois, notamment le 2 février 2014, le lendemain d'une manif que nous avons faite, d'une manif importante. Jean-Marc Ayrault, à l'époque Premier ministre, avait retiré le projet de loi en question, qui s'appelait le projet de loi famille au pluriel, qui avait été déposé par la ministre des Familles, qui s'appelait Dominique Bertinotti. Donc il y a même eu des retraits de projets de loi suite à des manifs. Alors finalement, 8 ans plus tard, la PMA sans père, ils espéraient, elle avait été inclue dans la loi Taubira. Pardon, la PMA sans père avait été inclue dans le projet de loi Taubira. Il avait été retiré face à d'autres oppositions. Et il a été donc retiré une deuxième fois en 2014. Finalement, il est passé 8 ans plus tard, en 2021. Mais la PMA pour les personnes trans, la ROPA, qui est une autre technique qui est utilisée par des couples de femmes dans certains pays, enfin, il y a d'autres choses qui sont moins connues du grand public qui ne sont pas passées. Même si la PMA sans père a fini par passer. L'euthanasie, en 2016, c'était déjà la deuxième tentative de légalisation de l'euthanasie. C'était au programme de François Hollande. Il n'a pas osé. Il l'a dit lui-même, c'est sorti dans des livres qui ont été publiés un peu plus tard. Il n'a pas osé face à la Manif pour tous. Et donc en 2016, il y avait la loi de 2005 sur la fin de vie, qui correspondait en fait à une première tentative, la loi de 2016, mais dans laquelle en fait il n'y a pas l'euthanasie. Et donc il y a une nouvelle tentative aujourd'hui, qui est en fait la troisième. Mais je dirais qu'une victoire peut-être plus importante que toutes, c'est... Alors peut-être que parler de victoire, le mot est trop fort, mais disons que sur le plan de la culture, sur le plan du débat d'idées, sur le fait d'assumer ses idées, le militantisme. Je pense que beaucoup de jeunes ont appris tout cela. Ont appris à militer, à s'exprimer,
J'ai rencontré beaucoup dont l'avenir a changé. Ils ont choisi finalement des secteurs d'influence, l'enseignement, le journalisme. Il y a eu beaucoup de création d'associations. Et tout cela se poursuit et se multiplie. Et il y a aujourd'hui un bouillonnement extraordinaire. Il y a un bouillonnement extraordinaire qui n'est pas forcément très visible, mais le paysage intellectuel, culturel et politique a beaucoup changé depuis 12 ans. Entre 2012 et aujourd'hui, début 2025, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et d'ailleurs, nous sommes en face l'une de l'autre. C'est une question un peu personnelle, mais je voulais savoir ce que ça vous a fait personnellement, émotionnellement à l'époque. Enfin, vous avez quand même été traité de tous les noms, traité d'homophobe. Moi, personnellement, je sais ce que ça fait que d'être traité de transphobe, par exemple, alors que voilà, je ne m'oppose pas du tout à l'existence des personnes trans et que je ne souhaite aucun mal à ces personnes-là. Je dis simplement que voilà, je m'oppose à une idéologie. Bon, bref, je ne vais pas développer là-dessus. Et en ce sens-là, je fais un peu le rapprochement entre votre expérience et la mienne. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que parfois on est découragé? Est-ce que parfois on est blessé? Est-ce que parfois on se sent incomprise? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'attriste le plus, ou m'atteint le plus, c'est que les associations LGBT, c'est-à-dire des associations qui prétendent défendre les associations LGBT, sont celles qui ont passé leur temps à dire aux personnes LGBT, vous voyez ces gens qui défilent, ces gens qui manifestent, vous voyez Ludovine de la Rochère, tous ces gens-là vous détestent. C'est juste monstrueux. Ce sont les associations LGBT qui ont fait croire que nous les détestions. Bien sûr pour des raisons de diabolisation sur un plan politique, pour faire passer leurs idées. Et donc pour nous faire taire. Mais c'est épouvantable. Toutes ces personnes auxquelles on a fait croire qu'on les détesterait, qu'on ne les respecterait pas. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est très douloureux. Ça, c'est une première chose. Merci. Une deuxième chose, c'est que, qui m'attriste terriblement aussi, c'est que donc, dès lors que cette accusation a été répétée indéfiniment, il n'y a jamais eu de plainte, hein. Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais eu un communiqué, un tweet, une prise de parole, un interview, rien qui étaye cette idée-là, mais elle a été répétée, répétée, répétée. Et donc, évidemment, pour nous délégitimer, pour nous décrédibiliser. Et le fait est qu'à force de répétition, il y a des personnes qui l'ont cru. Et donc, ça a mis un écran entre leur réflexion sur le sujet et ce que nous expliquions. Et donc, ils n'étaient plus en mesure d'entendre. Et évidemment, c'était l'objectif de cette accusation. En fait, cette accusation, c'est « vous n'êtes pas d'accord ». Au fond, dès qu'on n'est pas d'accord avec leurs revendications, on est donc homophobe. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et ce qui est fou, c'est que la liberté d'expression, la liberté de réflexion, la liberté de conscience fait que, et je l'assume, nous avons le droit et nous pouvons être légitimes à ne pas être d'accord avec ces revendications. Et ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est que ce sont des idées que l'on retrouve plutôt dans la sphère de gauche, pour faire très court, cette tendance à refuser tout dialogue, tout échange, et puis cette tendance à décrédibiliser par l'insulte, n'a cessé d'empirer au fil des années, en fait. Et aujourd'hui, ils disent carrément « nous ne voulons pas échanger ». Ils disent plus, c'est plus seulement des attaques et des insultes et de la diffamation, etc. C'est même un refus explicite de tout dialogue. Et donc c'est évidemment absolument antidémocratique, enfin, ça va extrêmement loin. Mais vous ne m'avez pas vraiment répondu sur le fond de la question. À vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a fait d'être traîné dans la boue à ce point? Est-ce que parfois on se décourage? Est-ce que parfois on a envie d'arrêter le combat, on se dit c'est trop dur? Ou alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on continue?
Parce que vous ne pouvez pas me faire croire qu'émotionnellement, ça n'a jamais été dur. Si, bien sûr, c'est Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a eu des... Pour tous ceux qui sont de tous les côtés, pour tous ceux qui sont les victimes, c'est-à-dire des enfants qu'on va priver de père ou de mère, mais aussi pour beaucoup de personnes qui sont, à mon sens, littéralement sous emprise dans ces associations, qui ont un côté très sectaire, qui embarquent et qui refusent même en leur sein des débats et des échanges. C'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est obligé de penser comme les associations LGBT. Et donc, et moi j'ai vu des homos qui combattaient avec nous se faire traiter d'homophobes. Et ceux qui sont militants de ces associations n'ont littéralement pas le choix de penser différemment, éventuellement de quitter l'association, d'une réflexion approfondie ou de nuancer. Et donc pour moi, ils sont littéralement sous emprise. Et donc voilà pourquoi j'ai continué, pourquoi je continue encore. Est-ce que ça a été compliqué à certains moments d'un point de vue sécurité? Est-ce que vous avez dû parfois être mise sous protection? Est-ce qu'il y a eu des conférences qui ont été annulées? Je vous avoue, je n'ai pas trop suivi à l'époque. Mais donc, je peux imaginer qu'il y a eu des choses comme ça? Beaucoup, énormément. Donc j'ai été mise sous protection policière par la préfecture de police de Paris pendant quelques temps. Et par ailleurs, mais encore très récemment, si je donne des conférences très régulièrement un peu partout, donc notamment en France, et si une conférence est annoncée sur les réseaux sociaux, ce que nous avons malgré tout fait pendant longtemps, je sais que j'aurai à l'arrivée des contre-manifestants, des banderoles, des insultes, et même de la casse. Par exemple, et ça s'est passé à Brest, à Tours, à Amiens, ça a été le cas à Toulouse, à Marseille, ça a été le cas l'autre jour à Saint-Étienne. Et donc la méthode, c'est d'abîmer les lieux, d'abîmer en amont les lieux sur lesquels je donne une conférence, de couvrir d'insultes, d'affiches, de casser les entrées, etc. C'est ensuite d'essayer d'impressionner sur les réseaux sociaux, et puis ensuite d'être en nombre, disons d'être organisé, violent et insultant sur place pour m'empêcher d'arriver et pour empêcher les auditeurs d'arriver. Mais il m'est arrivé en février 2024, donc il n'y a pas très longtemps. Je devais aller donner une conférence à Marseille. Il y a eu un tweet. Et là, il y a carrément eu des adjoints au maire de Marseille qui ont dénoncé ma venue, qui ont annoncé des contre-manifestations. Bien sûr, la presse a repris. La presse locale ne reprenait pas l'annonce de ma conférence. En revanche, reprendre l'annonce d'une contre-manifestation, ça oui. Et donc faire de la publicité. Et donc, pour ce qui était de Marseille, je n'ai pas voulu céder, parce que si on cède, on n'est plus réellement dans un pays de... Donc même 12 ans après, vous ne cédez pas? Non. Et donc à Marseille, donc à l'arrivée à Marseille, j'avais une contre-manif, et devant le lieu de la conférence, j'avais une contre-manif. Alors évidemment, l'expérience fait qu'on apprend à contourner ces difficultés, donc évidemment, je ne suis pas arrivée... à Marseille 2 heures avant la conférence. Je suis arrivée à un autre moment, parfaitement tranquille, parfaitement en sécurité, et je suis entrée sur le lieu de la conférence de manière à être en sécurité. Et puis après, il y avait tout un dispositif pour sécuriser les auditeurs, et je peux vous dire qu'ils ont été courageux. Et ce sont eux les plus courageux, parce qu'eux, ils viennent, ils ne savent pas très bien à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va y avoir une protection XY ou Z, et je peux vous dire qu'ils se prennent de la farine, des insultes, et ils ont la possibilité de recevoir des coups. Cette conférence à Marseille que donc j'ai faite, on a eu de la batterie très fort tout autour de la salle, du début jusqu'à la fin de ma conférence. Et néanmoins, il y avait beaucoup de monde. Et voilà. Et puis, donc là, c'était un traitement politique, un traitement militant invraisemblable, mais un traitement des politiques, un traitement des médias, un traitement médiatique aussi qui était tout à fait déséquilibré.
Alors maintenant, je continue à donner des conférences et je dois dire que les équipes, pour les équipes locales du syndicat de la famille, c'est rude. Donc maintenant, vous avez créé le syndicat de la famille. Oui. Ça, donc c'est un peu le prolongement de la Manif pour tous. Exactement. Au 10e anniversaire de la Manif pour tous, on a annoncé que la Manif pour tous s'arrêtait et qu'on créait, en fait, qu'on devenait le syndicat de la famille, qui exprime beaucoup mieux que le nom La Manif pour tous, qui exprime beaucoup mieux l'objectif et le fait que, comme un syndicat, nous ne lâchons rien. Et donc, vous étiez en train de me dire que, parfois, pour certains membres du syndicat de la famille, c'est rude. Je ne sais pas si vous alliez me parler, j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux, je l'avais relayé. Une de vos membres a été frappée devant... Oui. Ouais. Alors, il nous est arrivé d'être frappés très violemment, et dernièrement, donc c'est une femme de mon âge à Marseille qui était derrière une banderole, qui tenait la banderole avec d'autres personnes en face du rectorat de Versailles. C'était à propos de l'éducation sexuelle à l'école. Elle tenait cette banderole, et le point est important parce que donc elle était totalement vulnérable. Elle n'a pas esquissé un geste ou pas, elle tenait la banderole. Il y a un monsieur qui est passé devant, qui sortait du rectorat, qui l'a insulté, et elle lui a dit « Mais pourquoi vous nous insultez ? On n'a rien dit, on tient juste notre banderole. » Et il n'a pas répondu, et il lui a mis son poing dans la figure. Elle a été très gravement blessée. Et c'est ce dont moi j'ai été menacée, et dont je suis souvent menacée, alors par écrit, par des tweets, par des lettres, de toutes sortes de manières diverses et variées, et ce qui m'oblige à toujours avoir dès lors que j'ai un événement public qui est annoncé, je suis obligée d'avoir une protection. Et il m'est arrivé 2 fois que cette protection s'active parce qu'autrement j'étais victime de coups. Le bureau dans lequel je travaillais donc en 2012-2013 alors que je travaillais à la Fondation Jérôme Lejeune, donc il y a l'Institut Jérôme Lejeune, c'est la même chose, enfin ça va avec, et donc il y a une consultation médicale pour des enfants et des adultes handicapés, donc c'est un lieu quand même un peu particulier. À l'été 2013, ces lieux ont été couverts d'affiches d'insultes avec mon visage et barré homophobe, ont été aspergés de sang de cochon, toute l'entrée, tous les murs, etc. Enfin, les lieux ont été dégradés. Et cet événement a été fait accompagné par l'AFP, qui donc en a relayé, en a parlé. Et il y a une contribution, il y a une manière partisane d'agir de la part des médias. Tel ou tel média, là en l'occurrence c'était l'AFP, est littéralement partie prenante, puisqu'évidemment cette action elle vise une chose, c'est à être médiatisée et à donner de la publicité, à faire de la publicité à ceux qui veulent empêcher le débat et veulent nous décrédibiliser. Et le comble étant, en prétendant, parce que ça c'est aussi un grand sujet, en prétendant que nous sommes dans la haine. C'est extraordinaire. Nous n'avons jamais donné un coup, jamais renversé une poubelle, je le disais tout à l'heure, jamais insulté, évidemment. Les insultes, les coups, les attaques, le déversement. Alors sur les réseaux sociaux, je sais que malheureusement, il y a des gens qui sont anonymes et alors ça déverse tout et n'importe quoi. Je mettrai les réseaux sociaux à part. C'est une espèce de poubelle. Il y a une partie émergente qui est intéressante sur X, par exemple, mais après, il y a tous les échanges anonymes qui sont un défouloir. Mais en dehors de ça, les coups, les insultes, le débat complètement déséquilibré, etc., et toutes les formes de haine possibles, elles ne viennent pas de chez nous. Elles viennent d'en face. Est-ce qu'à l'époque de la Manif pour tous, vous avez eu parfois cette impression que 2 mondes s'affrontaient, ceux qui étaient pour le mariage gay et ceux qui étaient contre? Et si oui, pour vous, au-delà de la question du mariage pour les couples de même sexe, quels étaient ces 2 mondes qui étaient en train de s'affronter? Alors je dirais qu'en fait, oui, il y avait 2 mondes qui s'affrontaient, mais il y en a un troisième. Il y a ceux qui sont occupés à autre chose
qui sont débordés, qui sont en difficulté et qui restent observateurs. C'est un peu l'histoire des Gilets jaunes qui disaient « Moi, mon problème, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois ». Et donc, il y a quand même beaucoup de Français qui ne sont pas rentrés dans le débat. Oui. Et donc, pour ces deux mondes qui s'opposaient, alors on dit assez classiquement progressistes et conservateurs. Ce sont des étiquettes très contestables parce qu'elles ont chacune des connotations qui sont fausses. Les progressistes laissent à penser qu'ils sont du côté du progrès. Et les conservateurs, il y a un côté conservation qui n'est pas très positif. Et moi, je pense que ce que nous défendons est très moderne. Je pense que c'est l'avenir, le respect de chacun, le respect plein et entier de l'enfant, etc., etc. En fait, je n'ai pas d'autres étiquettes à mettre, mais du côté des progressistes, c'est nouveau, c'est un progrès. Il y a des choses nouvelles qui sont fabuleuses, il y a des choses nouvelles qui ne sont pas souhaitables, et surtout, le plus souvent, c'est la manière dont on utilise un progrès ou une nouveauté qui fait que c'est un progrès ou pas. Or, il y a une espèce de posture systématique du côté des progressistes, pour faire très court, et je trouve avec des contradictions incroyables. Par exemple, les écologistes n'ont pas cessé de défendre, ne cessent pas de défendre la PMA sans père, la gestation pour autrui, toutes ces pratiques qui sont absolument pas naturelles, qui posent des questions aussi à cet égard-là. Ils ne cherchent pas. Je me souviens avoir débattu avec Sandrine Rousseau de la PMA sans père. Et à un moment donné, on débattait de la loi, de la révision de la loi de bioéthique en 2021. Dans cette loi, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la PMA sans père, mais il y avait aussi la légalisation des pratiques consistant à fabriquer des embryons chimères animal-homme et des embryons transgéniques. Du point de vue de l'écologie, c'est du lourd. Et Sandrine Rousseau, visiblement, n'était même pas au courant. Ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas du tout son sujet. Donc, vite, le journaliste est venu, quand j'ai voulu apporter la question, est venu à son secours en disant « ce n'est pas le sujet du débat, le sujet, c'est la PMA sans père et rien d'autre ». Voilà, donc il y a aussi des postures et de l'ignorance. Et du côté conservateur, là non plus, je trouve l'étiquette pas juste, mais j'avoue que je n'ai pas le bon terme. Peut-être qu'on devrait dire plutôt pragmatique. Il y a un côté, je pense, très pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'on sait expliquer ou qu'on sait développer, mais on sent bien que sur un plan pratique, et au fur et à mesure des sujets qui se présentent, il y a une réponse qui, en effet, est plutôt à garder ce qui est bien et à profiter de ce qui est nouveau si c'est effectivement un progrès. Je dirais que du côté conservateur, on n'est pas dans une utopie qu'on voudrait réaliser et du coup on ne sait pas le rendre attrayant. Tandis que du côté progressiste, il y a une vraie capacité à rêver d'un monde meilleur. Alors ça, on en rêve tous, mais à savoir parler d'un monde meilleur, ce qu'on peut appeler une utopie, au nom de laquelle il faut tout changer, au nom de laquelle il faut aller éventuellement extrêmement loin parce que ce sera le moyen de réaliser cette utopie, ce qu'on trouve dans le communisme et ce qu'on trouve aussi dans le wokisme en fait. Un rapport au réel qui est différent. Il y a un rapport au réel qui est différent, c'est très vrai. Dernière question, je me demandais, à l'époque, les Femen, vous les perceviez comment et est-ce que vous pensiez nous comprendre ? Alors, je ne pensais pas tout comprendre, sûrement pas. Et en partant du principe que je voyais bien que des jeunes femmes, des très belles jeunes femmes, et qui étaient prêtes à s'exposer pour dénoncer un certain nombre de choses, dont ce que défendait la Manif pour tous. Ça nous a aussi demandé à nous beaucoup de courage. Exactement. Moi, j'y voyais du courage,
Et puis je précise aussi que, voilà, bon, évidemment, nous, on a donc mené une action à la fin d'un cortège de la Manif pour tous, qui était composé des personnes de Civitas. On a quand même été frappés par ces gens-là, même si je comprends aussi la réaction de panique du fait que on a déclenché des extincteurs, voilà. Et donc, bon, je reprécise juste ce contexte, et je ne pense pas du tout que ces personnes soient représentatives de toute la manif pour tous, et voilà. Mais bon, je reprécise juste le contexte qui était que pour nous, bon, ça demandait aussi un certain courage, et qu'on l'a fait parce que, voilà, aussi avec le cœur, je pense, autant... Vous étiez effectivement scandalisée de ce qu'on osait exprimer, penser. Et quand on arrive dans un contexte, et je l'ai vécu parfois, où on se sent très seul ou très minoritaire, et vous veniez vous exposer en plus en étant en partie nu, oui, ça demande beaucoup de courage. Alors, qu'est-ce que vous pensiez de nous ? Il m'est arrivé de me retrouver sur un plateau extérieur, place de la République. Donc j'étais interviewée, c'était une émission, mais dans un décor un peu inhabituel. Et j'ai vu tout d'un coup autour de moi, parce que c'était une émission en direct sur les réseaux sociaux, et j'ai vu tout d'un coup autour de moi les gens s'avancer petit à petit. L'effet est assez terrible. Je vois très bien l'impression même physique qu'on peut avoir, et on peut se sentir très vulnérable. Pour moi, le sujet, c'était l'incompréhension. Pour moi, le sujet, c'était le préjugé et la déformation permanente de nos propos qui conduisait, j'ai presque envie de dire, à un malentendu absolument énorme. Et il m'est arrivé de parler avec des opposantes, alors en l'occurrence pas féminines, mais dans des manifestations assez violentes à Nantes, à Tours, à Amiens, et par téléphone par ailleurs. Il m'est arrivé, à la fureur d'ailleurs de garde du corps ou de CRS, d'arriver à passer la barrière, parce que dans ce cas-là, tout est organisé pour nous séparer. Et pour différentes raisons, il y a eu des circonstances où j'ai pu passer cette barrière, où j'ai pu... voilà. Et assez vite, la conversation, une fois que j'avais dit « mais on n'est pas là pour tel ou tel sujet », une fois que j'avais répondu aux premières critiques, alors on pouvait parler. Et donc pour moi, là, les préjugés, et ce qui était raconté sur nous rendait l'opposition en effet très frontale. Et je suis évidemment consternée qu'il y ait même des coups dont vous avez été victime qui ont pu être donnés. Enfin, j'en suis infiniment désolée. Nous donnions l'instruction aux volontaires de ne jamais répondre aux provocations, qui pouvaient être très fortes. Je vais vous raconter un autre événement tout à l'heure, mais de ne jamais répondre aux provocations, et au contraire d'envoyer des baisers et des mots d'amour pour essayer de faire entendre qu'on n'était pas là contre les personnes. Alors quelquefois on a été qualifié de bisounours d'ailleurs. L'amour, c'est une valeur centrale du christianisme. Est-ce que vous pensez que la Manif pour tous a été si mal perçue parce que justement une grande partie de ses participants étaient des catholiques ? Alors c'est étonnant de voir à quel point on a été accusé, enfin on a été qualifié de catholique, mais sur un ton accusateur. Oui. Et moi-même sur les plateaux télé, on m'a très souvent dit « vous êtes catholique ». Oui. Et donc avec une caricature assez incroyable à l'esprit de ce que c'est que d'être catholique, oui, avec des préjugés négatifs. Mais il y a un autre aspect qui était aussi pour dire, vous avez la foi, donc vous êtes dans la déraison, vous êtes presque dans l'illusion, où vous êtes... c'est assez consternant de voir la compréhension, la méconnaissance... de toute la raison que peut véhiculer la culture chrétienne, qui est à l'origine des universités, qui a toujours eu des grands intellectuels, des grands théologiens. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas sur le plan du raisonnement intellectuel, je pense que le christianisme a beaucoup apporté. Donc
ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et puis, on parle de nous comme si on était dangereux, violents. Je me souviens de Manuel Valls qui, en 2014, appelait les familles à ne pas venir manifester à cause du risque de violence. Il savait très bien qu'il racontait n'importe quoi. D'ailleurs, ça n'avait pas du tout marché. Il y avait eu énormément de monde à cette manifestation à laquelle je pense. Donc, au coup d'après, au début de la manifestation, il a fait charger ses policiers et envoyer beaucoup de gaz lacrymogène. Parce que ça permettait d'envoyer des photos avec des manifestants qui se protégeaient, etc., avec du gaz lacrymogène. Et ça permettait de dire échauffourée à la manif pour tous. C'était d'une... Manuel Valls, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, c'était une manipulation incroyable. Et puis après, quand on interpelle ou quand on garde à vue ou quand on met même en prison, ça étaye. Alors il n'y a jamais eu de condamnation, rien. Parce qu'il n'y avait rien à reprocher à ces manifestants. Celui qui est allé en prison, il est sorti au bout de quelques semaines. Et donc tout ça était une manipulation extraordinaire pour étayer toutes les accusations. À propos de nos opposants, ou d'une autre manipulation, il y a eu une manifestation au cours de laquelle sont venus me voir quelques journalistes, dans l'AFP d'ailleurs, sont venus me voir quelques journalistes en me posant des questions. Donc c'était presque à l'arrivée du parcours. Du coup, j'ai fait un point presse un peu impromptu. Et donc la manifestation autour de moi s'est arrêtée. J'avais ces journalistes devant moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai répondu aux questions. Et puis les journalistes ont replié, refermé leur micro, leur caméra. Et à ce moment-là, l'un de nos volontaires a crié « il y a des panneaux qui ont été mis derrière toi ». Et en effet, il y avait des militants d'associations LGBT, a priori, qui avaient pris la charte graphique de la Manif pour tous, et ils avaient reproduit des panneaux de la Manif pour tous, enfin des panneaux, et là, ils avaient tourné les panneaux pendant la conférence de presse, et au dos de ces panneaux, dans la charte de la Manif pour tous, ils avaient mis des propos ignobles à propos des personnes homosexuelles, des propos infamants, et ils visaient à faire croire, évidemment, que c'était des propos de la Manif pour tous. Alors, comme j'ai un petit peu d'expérience de la communication, j'ai essayé de rappeler les journalistes, mais ils étaient partis. Comme j'ai un petit peu d'expérience de la communication, j'ai, dans les minutes qui ont suivi, publié un communiqué de presse en dénonçant cette manipulation. Mais ce qui est incroyable, c'est que après, les militants en question ont raconté leur petite histoire et ils ont dit qu'ils avaient échoué. Mais du coup, ils ont mis en ligne sur Internet les images de leurs panneaux sur le site Internet sur lequel ils ont raconté ça. Et donc aujourd'hui, si on va dans Wikipédia, images, la Manif pour tous, on tombe sur leurs panneaux. Et donc, voilà, il y a des personnes qui pensent réellement, et alors là, à leur corps défendant. Donc il y a eu des manipulations inouïes. Et j'allais dire une injustice, une inégalité absolument incroyable. À notre égard, c'est pas grave, mais à l'égard de ce que nous disions, qui était important, pas tant pour nous, moi, ma vie personnelle, elle va pas... mais qui est important pour ceux qui nous entourent, pour nos concitoyens, pour les enfants de demain, et c'est ça tout le sujet. Ludovine de la Rochère, merci. Merci Marguerite Stern, merci beaucoup de vos questions. Merci à vous. Maintenant, c'est moi qui vais vous en poser. Hors caméra. On poursuit la conversation avec plaisir. Si vous êtes encore là, c'est que le travail que nous produisons sur Feminist vous plaît. Alors, on vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail. Vous pouvez aussi nous faire un don. Toutes les infos sont sous la vidéo. À très bientôt.